En tant que fan inconditionnel de Tom Cruise, je voulais y croire. Je voulais y croire parce que jusqu'ici, Tom Cruise respectait aussi bien le cinéma que son public. En ce qui me concerne, j'attendais avec impatience cette suite de Dead Reckoning, un film pour moi malheureusement trop sous-estimé. Le film avait ses défauts, mais il proposait au moins du vrai cinéma. Et je rappelle qu'à cette époque-là, en face de Dead Reckoning, il y avait ça. On a eu droit à des scènes d'action d'envergure avec une course-poursuite inventive, du pur Mission Impossible dans ce que la franchise sait faire de mieux. Alors quand on nous promet un projet avec encore plus d'envergure, naturellement, on y croit. Surtout avec un budget qui frôle l'indécence. 400 millions de dollars pour ce Final Reckoning. 400 millions. Un budget de 400 millions, une histoire qui tient la route, une bande-annonce qui donne envie. J'étais chaud. Même s'il y avait un gros red flag, ça durait 3 heures. 3 heures de film. Je suis le seul que ça choque? Non mais rester assis 3 heures pour un film d'action en 2025, alors qu'on passe déjà notre vie assis devant les écrans. À ce stade-là, c'est plus une séance, c'est une prise d'otage. Mais bref, c'est parti pour cette critique avec et sans spoiler de Mission Impossible Final Reckoning. Je vous le dis franchement, si ce film bide, ce ne sera pas une catastrophe. Ce sera juste une conséquence. Salut chers viewers, chers camarades et chers amoureux du cinéma, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle critique donc de Mission Impossible Final Reckoning. Avant toute chose, merci infiniment, on a dépassé de loin les 25 000 abonnés, je pensais pas qu'on irait aussi vite. Vous êtes nombreux à vous être abonnés après ma vidéo sur l'indécent Festival de Cannes, édition 2025. Une édition qui visiblement se surclasse en termes de prétention par rapport à 2024. Et franchement, il y avait du niveau. Donc on a dépassé les 25 000. Je prépare la FAQ. N'oubliez pas de me poser vos questions dans l'onglet communauté, dans mon mail, sur mon Instagram, tout ça. Allez-y. Et j'en profite pour pousser ceux et celles qui ont l'habitude de me regarder sans être abonnés, surtout ceux et celles qui regardent mes critiques. Je précise bien mes critiques. N'hésitez pas à vous abonner vraiment si vous êtes friand de mes critiques parce que je ne vais pas faire que de la, que de la réaction à des trucs négatifs. Je fais ça une fois de temps en temps. Je ne cherche pas la course à l'abonnement, loin de là, vous me connaissez, vous savez très bien que je demande rarement à ce qu'on s'abonne à la chaîne, c'est une fois de temps en temps. Je prends mon temps, j'y vais à mon rythme, ce qui m'intéresse avant tout c'est la communauté. Je préfère largement la qualité au détriment de la quantité et je suis fier vraiment d'avoir su fédérer une communauté pareille. En tout cas, je voulais vous dire que je suis fier de vous, pour la plupart d'entre vous, parce que je note de l'intelligence, de la réflexion, de l'ouverture d'esprit. Vous avez pour la plupart d'entre vous une vision qui va de l'avant et on en a besoin. La France en a besoin. Donc très franchement, je suis fier de vous et je vous remercie parce que la plupart d'entre vous, ceux qui me suivez, vous avez une bonne dynamique, une bonne énergie, une belle âme et vous devez le savoir. Vous devez en prendre conscience. C'est votre cas, c'est votre identité. C'est votre personnalité, et je vous encourage à continuer dans ce mindset, dans cette vision. Ça ne pourra que, ça ne pourra qu'être bénéfique sur le court comme sur le long terme. Bon, excusez, mais voilà, fallait que ce soit dit. Allez, c'est parti pour la critique de Final Reckoning, un film que j'ai détesté. Pour moi, sans aucun doute, c'est le pire Mission Impossible. De très loin. Je vais relever les quelques bons points et tous les mauvais dans la zone sans spoiler, et dans la zone avec spoiler, je vais parler vraiment de ce qui m'a rendu fou, de ce qui m'a, en temps normal, je me serais levé, je me serais barré de la salle, mais comme c'était Tom Cruise, comme il m'a, pour l'instant, jamais vraiment déçu, je devais rester jusqu'au bout, par principe. Mais vraiment, croyez-moi, j'étais à ça de me tirer, j'étais à ça de me barrer. Parce que ce que je voyais dans ce film, c'était une trahison, rien de plus. Une trahison de son public, et surtout une trahison de sa licence. Parce qu'on a affaire non seulement au plus mauvais de la saga, mais en plus au moins spectaculaire, malgré les 400 millions au budget. 400 millions. Alors bien sûr, il y a quelques scènes d'action qui valent le coup, mais c'est quelques-unes, des scènes d'action assez courtes, sur un film de 3 heures. 3 heures, mais qu'est-ce que c'est que cette publicité mensongère? Ils sont passés où les 400 millions? Mais bon, avant que je revienne à Ethan Hunt avec la licence qui s'agenouille devant lui comme si c'était un gourou, je vais parler des bons points. Et les bons points, justement, c'est les scènes de baston qui sont courtes mais réussies. On sent bien que Cruise a quand même toujours la niaque, malgré les 60 balais. On voit qu'il se fait vieux sur le visage, tout ça. Bon, c'est qu'est-ce que vous voulez, c'est les marques de la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça, on y passera tous. Mais, avant qu'on invente un système pour nous rajeunir, ça viendra. Mais, il est toujours dedans, il est toujours dans le coup, et en termes d'action, il gère les bastons, les chorégraphies, il a une bonne mobilité, il a toujours cette niaque, il a toujours cette force. Là, pour le coup, rien à dire. Il m'a pas mal rappelé Stallone dans Expendables et dans John Rambo, où, rappelez-vous, Stallone débarque à 60 balais et soulève des mecs sans problème, a toujours une bonne gestuelle, a toujours une méga force. Même encore au-delà, dans Remater Lost Blood avec Stallone, il a passé les 70 ans, regardez-le se déplacer.
On dirait qu'il a 25 piges, le mec il est d'une mobilité, d'une aisance rare, alors que pourtant, il a un cascadeur ok, mais il y a des plans où on voit que c'est lui, et il se déplace comme un chat, quoi. Et là ici, pareil, malgré les 60 balais, Tom Cruise continue à se battre comme un félin, à bouger, il envoie des bonnes patates, il envoie des bons kicks, il a de bonnes, franchement il est bon, hein, il m'a impressionné. Enfin, il m'a pas tant impressionné que ça, parce que c'est Tom Cruise, on a l'habitude, mais pour le coup, je tiens à dire que les scènes de baston où il se met en scène, il est très bien. Même s'il y a un passage absolument lunaire et insupportable où une partie de la baston est filmée hors champ. Chorégraphie, y a rien à dire, et j'ai envie de dire que c'est le seul qui vraiment se démarque des autres dans ce film. Dans le précédent volet, celle qui m'avait le plus marqué, c'était Pomme Clementieff, celle qui joue Paris, elle était vraiment très bon. Rappelez-vous de la scène de la baston dans la ruelle. On a affaire ici à une Paris qui est sauvage, bestiale, ultra violente, franchement, effrayante même. Mais là, dans ce film, elle est un petit peu en retrait, comme tous les autres. Il y a que Tom Cruise qui occupe le devant de la scène, dans les scènes de baston, les scènes de chorégraphie, quoi. Donc il y a ça qui est très bien, je peux également relever la scène de l'avion, hein, que vous avez tous vu, hein, sur les affiches, dans les bandes annonces, tout ça. C'était impressionnant, sans pour autant être aussi marquant, j'estime, que ce qu'on a vu dans le précédent Dead Reckoning avec le train. La scène du train m'a davantage fait sursauter que ce passage avec l'avion, mais surtout le truc qui m'a marqué positivement, c'est la photographie. C'est propre, c'est nickel, c'est du grand cinéma. Du point de vue de la photographie, du point de vue visuel, du point de vue de l'image, on a affaire à un grand film. Au niveau de la forme, il y a rien à dire, et il y a pas mal de plans qui sont, je vais pas dire non pas iconiques, mais relativement marquants, relativement, magnifiques. Voilà à peu près les bons côtés de ce Final Reckoning. C'est tout. Parce que le reste, c'est une catastrophe. 2 ans d'attente. 2 ans d'attente pour ça. Et le pire là-dedans, c'est qu'on a affaire à un film qui se croit intelligent. Et j'ai l'impression que le réalisateur, Christophe McQuarrie, est sûrement Tom Cruise, parce que Cruise supervise à fond, c'est lui le producteur, tout ça, donc forcément, il a son mot à dire. Et je me doute très bien qu'il devait être derrière l'oreille de McQuarrie pour lui dire « Ah vas-y, tu me prends bien sur ce plan, tu me rends classe ici, là tu me mets beau gosse, là tu mets bien mes muscles en valeur. » Enfin... C'est plus un melon, c'est une montgolfière. Et le pire là-dedans, c'est que contrairement aux autres films, eh bien, l'équipe là est complètement mise en retrait. On les éclipse au fur et à mesure pour davantage mettre en avant Tom Cruise. En tout cas, le film se veut profond, tendu, riche en dilemmes moraux, mais en réalité, c'est une avalanche de dialogues, des monologues, et encore des dialogues, et des flashbacks. Des flashbacks, les gars, des putains de flashbacks, mais... pour nous montrer des extraits du premier Mission Impossible, pour nous rappeler ce qui s'est passé, pour nous rappeler qu'il y avait tel personnage, qu'il y avait tels enjeux. Également, ça fait la jonction avec le 3e par rapport à la patte de lapin. Ça part dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Justement, quand ça part dans tous les sens, ça en a aucun. Pas mal, ça. L'histoire est surcomplexifiée alors qu'on parle d'un film d'action, qui... Oui, ok, c'est pas Transformers, c'est pas Rambo, mais quand même. Mais là où on a affaire à une grosse douille, c'est que c'est de la fausse complexité. Et je suis convaincu que McQuarrie et Tom Cruise, ils ont voulu s'inspirer de Christopher Nolan. Parce que la méthode Nolan, c'est quoi? C'est vous submerger, vous noyer d'informations pour que vous soyez en mode « Ah oui, c'est profond, oui, c'est intelligent, il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris, mais je vais faire style de comprendre en société pour montrer que je suis malin, mais voilà, ça fait réfléchir. Je sens que ça fait réfléchir, ce film, il veut me faire cogiter. » Sauf que non, quand on fait le bilan, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Et... ici, on a affaire à du meublage non-stop, il n'y a pas un moment de blanc, il n'y a pas un moment de silence, ça ne fait que jacter tout le temps, ça cherche à surcomplexifier une histoire qui est pourtant ultra simple, et moi qui suis pro-IA à fond les ballons, pro-intelligence artificielle, ce que vous voulez, même si j'acceptais le fait que l'IA, une fois de plus, est diabolisée en mode « Oh là là, l'IA c'est un danger, ça va niquer l'humanité, tout ça », eh bien, même là, j'ai fini par rouler des yeux tellement j'étais saoulé par ça, quoi. Alors bien sûr, on avait déjà ça dans Dead Reckoning avec l'IA omnisciente, omnipotente, qui calcule tout, qui crame tout, qui fait des prédictions. C'était cohérent, sauf que là, c'est... Mais bon, ça, je vais en reparler dans les spoilers, et vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais pour moi, c'était... C'est censé être le dernier Mission Impossible. Pourquoi complexifier l'histoire? On parle d'un film d'action, on n'avait pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Alors oui, le méchant qui veut niquer la planète, comme toujours, ça faut m'expliquer le concept du méchant qui veut ravager la Terre, quoi. Le mec, il a un projet, c'est tuer tout le monde. Super, surtout en mode guerre nucléaire, on parle pas juste, allez, on fait péter une ville ou un truc comme ça, non, c'est guerre nucléaire totale, à savoir, on bousille tout. C'est quoi le projet après? C'est comme les vilains de Marvel, quoi. Les mecs, ils veulent détruire l'univers, mais tu vas aller où après, connard? Je veux dire, en 2025, on en a encore dans le cliché du méchant qui veut détruire la Terre. Parce qu'il n'y a pas que l'IA dans l'histoire, il y a aussi ce mec, oui, ce mec que vous avez vu dans Dead Reckoning, le méchant le plus transparent que j'ai vu ces dernières années, quoi. Vraiment, grosse erreur de casting, et je suis convaincu que c'est Tom Cruise qui est derrière. Je pense qu'il fait exprès de mettre en avant des personnages
sans intérêt, sans... Alors, ils s'entourent de belles meufs, hein, de Pom Klementieff, de Hayley Atwell, de Rebecca Ferguson, y a pas de problème. Il dégage les Jeremy Renner. Alors après, Jeremy Renner, je crois qu'il avait son, comment dire, son tournage sur Avengers. Luther, il est mis en retrait, vraiment, il sert de roue de secours. Il met juste à côté de lui qui Simon Pegg. Je pense que c'est quelque part pour se sentir un peu exister. Une sorte de geek qui a des années-lumière de Tom Cruise. Pareil, dans Fallout, le méchant c'était qui? C'était Henry Cavill, donc un super acteur, beau gosse, machin, et comme par hasard c'est lui le méchant, et c'est lui que Tom Cruise défonce à la fin. Moi je pense que Tom Cruise, dans ces films-là, il fait en sorte de se mettre en avant. J'ai ce sentiment, quoi, vraiment, est-ce que je suis le seul à le remarquer? Toutes les meufs tournent autour de lui, elles tombent amoureuses, elles le kiffent, vraiment. Je pense que Tom Cruise, avec l'âge, il développe un complexe d'infériorité, peut-être qu'il l'a toujours eu, je sais pas, mais on sent qu'il veut être en avant, on sent qu'il veut occuper le devant de la scène, tout le temps, non-stop, et là le problème c'est que ça se voit quoi. Dans les précédents volets, au moins, il y avait l'action, il y avait l'ambiance, il y avait tout ça, et d'ailleurs Brad Bird avait bien cramé, je pense, le mindset de Tom Cruise, et c'est pour ça que dans ce film, dans Ghost Protocol, qui pour moi est le meilleur Mission Impossible, eh bien il a davantage mis en avant l'équipe avant Tom Cruise, et ça marchait. Tom Cruise avait une certaine forme de dérision par rapport à son personnage, qu'il a conservé encore dans Rogue Nation, un petit peu Fallout, mais après là ça y est, bim, là maintenant c'est, voilà, Ethan Hunt, Ethan. En tout cas je pense que lui, les réalisateurs se sont vraiment, inspirés de Nolan pour meubler à mort, et et gonfler artificiellement le scénario du film, le surcomplexifier tout ça, pour être un petit peu en mode très intelligent. Alors qu'on aurait voulu un blockbuster simple avec le gentil qui veut niquer le méchant, basta quoi. Et on n'en demandait pas autant, quoi. Est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on voyait dans les années 90, je sais pas, désolé de faire mon vieux con, mais est-ce qu'on peut revenir à des films de base? Des films de base qui vont d'un point A à un point B, avec des acteurs tous charismatiques, qui ont tous une valeur ajoutée, qui ont tous une personnalité. Est-ce qu'on peut arrêter d'être dans le culte de la personnalité? Enfin, ça me rappelait vraiment, je vous jure, même l'affiche, quoi. Enfin, c'est de la propagande niveau régime soviétique, quoi. Et tout ça, c'est exacerbé par une musique mélodramatique qui est juste insupportable. Là, maintenant, terminée, la musique tonitruante, guerrière de Lorne Balfe, enfin bref, de Lorne. Là, on a d'autres pistes musicales qui sont tout simplement, je vais pas dire hors sujet, mais très très loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les Missions Impossibles. Alors on a vaguement le thème qui revient, mais c'est principalement des musiques émotionnelles, des musiques qui cherchent à mort à tirer la corde sensible, et c'est artificiel, c'est insupportable. Et j'arrive toujours pas à réaliser qu'il y a eu 400 bâtons pour ce film. 400 millions, les gars. Ils ont même pas été foutus d'embaucher, je sais pas, un Hans Zimmer ou un James Newton Howard, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une musique oubliable, plate, trop présente, collée à chaque séquence comme un pansement sur une jambe de bois. L'absence des précédents compositeurs, elle se fait ressentir pour le coup. Je crois pas que j'ai parlé du casting qui est juste délirant dans le sens où il y a des acteurs partout, tout le temps non-stop, il y a toujours des nouveaux personnages, des seconds couteaux, des officiels, des machins, puis surtout qui ont aucun charisme, qui ont rien pour eux, quoi. Il y a que celle qui joue la présidente, la Angela Bassett, qui surclasse les autres. Vraiment, elle m'a surprise par son jeu d'acteur. Elle a de l'intensité dans son rôle, notamment quand à la fin, il y a un truc qui se passe et en gros, ça a pété et, dans un coin particulier, puis elle fait vous voulez pas appeler votre fils? Puis elle répond pour lui dire quoi? Et ça, il y avait de l'intensité, il y avait quelque chose. Mais toutes les autres actrices sont transparentes, y compris ma favorite, Pom Klementieff, qui est ici, mais... Attends, mais... Elle s'exprime comme un gâteau chinois, quoi. C'est-à-dire qu'elle parle juste pour faire des phrases, pour faire des citations, quoi. Genre, elle nous sort des phrases du style la mort nous attend. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et tout ça est couplé à un montage, mais indigeste au possible. C'est avec les flashbacks qui reviennent, encore une fois, ces flashbacks qui m'ont traumatisé, quoi. Bref, ça recycle, ça meuble avec, encore une fois, au centre de tout, Ethan Hunt, Tom Cruise, qui est le super-héros parfait, tout le monde compte sur lui, tout le monde a confiance en lui, tout le monde le respecte, c'est le surhomme, le surhomme au-dessus des surhommes, quoi. On sent que la saga est épuisée, elle est essoufflée. Pour moi, la saga aurait dû finir de deux manières, et je vais en parler dans la zone de spoiler. Donc ça y est, on rentre dans la spoiler zone. En tout cas, comme note à ce film, je lui mets un 2. Un point pour les scènes de baston, un point pour la photographie. Tout le reste est à jeter, tout le reste est indigeste, tout le reste est insupportable. Et et vous allez voir que le temps me donnera raison. Parce que là tout de suite, à l'heure actuelle, il y a encore un petit peu la hype. Quand vous sortez d'une salle de ciné, faites l'expérience d'une salle pleine à craquer, après un film raté, comme par exemple Jurassic World Dominion ou Barbie, eh bien, alpaguer les gens à la sortie de la salle, ils vont tous vous dire que c'est génial. Même quand c'est objectivement de la merde, comme ce dernier Jurassic Park, qui était vraiment une catastrophe, du même niveau que Final Reckoning, vraiment. Aussi indigeste, aussi stupide, aussi grotesque. Bon, eh bien, chaque fois, moi, c'est mon petit rituel, je demande aux gens ce qu'ils ont pensé du film, et ça ne rate jamais. Quand c'est un mauvais film, tout le monde me dit « Oh, c'était pas mal, c'était bien, c'était génial ». Hier, j'ai des gens qui m'ont dit « Oh, c'était génial, c'était fantastique ». Mais vous allez voir qu'avec le recul, avec le temps,
Bah ces films-là, bah tout le monde les a oubliés, tout le monde a oublié ce Jurassic Park, plus personne ne parle de Barbie, il y avait une hype de fou quand c'est sorti, un mois après, plus personne n'en parlait, Jurassic World 3, aussitôt vu, aussitôt oublié pour ceux qui ont eu de la chance, et là ça va pas rater malgré le fait que certains vont défendre le film, vous allez voir que très vite, il sera oublié, et avec le temps, bah, on le regardera un peu avec un air gêné, en mode, ouais, bah, c'était pas terrible, en fait. C'est parce que, enfin, moi, j'essaye toujours de prendre du recul quand je vois un truc, j'essaye de voir s'il va matcher, comment dire, dans le temps, etc. J'ai eu le même ressenti, par exemple, enfin, en moindre, par rapport à Thunderbolts, qui est quand même relativement au-dessus de Mission Impossible, bah, ce final Reckoning. C'est pas le même genre, je sais, mais, comment dire, pour moi, Thunderbolts, c'était plus digeste que ce Mission Impossible. Pourtant, Thunderbolts, on n'en parle quasiment plus, parce qu'il n'était pas non plus exceptionnel. Je veux dire, il est incomparable avec le premier Avengers, par exemple. Mais bon, c'était la petite aparté, c'est parti pour la zone spoilers. Si vous m'avez trouvé dur avec la zone sans spoilers, là, ça... Alors pour commencer, le méchant. Bon, il y en a deux. L'entité, donc l'IA, alors en soi... On aurait très bien pu se contenter de ce méchant, quoi. Il aurait très bien pu faire l'affaire tout seul. Et encore une fois, ça me fait mal au cœur, moi en tant que pro-IA, de voir encore une fois de plus l'IA diabolisée en mode ah là là, on en revient encore au baratin de Terminator Matrix, l'IA qui va nous contrôler, qui va nous détruire, ni 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 ni. Alors après, bien sûr, le sous-texte, c'est oui, mais l'IA s'adapte à l'humanité, c'est que le reflet, le miroir inversé de l'homme. Ça aurait pu être pertinent, sauf que là, c'est mal géré, c'est mal foutu, c'est mal branlé, parce que c'est mis en exergue, enfin, cette IA est mise en exergue avec le méchant, donc qui est incarné par S.M. Morales, hein, qui est transparent, qui est tout aussi... C'est vraiment un méchant générique random numéro 3825, hein, on a déjà vu des milliards des comme ça. Mais bon, l'entité numérique omnisciente qui veut détruire le monde, on est en 2006 ou quoi là? Si en soi je trouvais ça pertinent, le traitement de l'IA dans la version de 2023, bon bah là je trouve que maintenant c'est obsolète, quoi, c'est dépassé, c'est déjà ringard. Rien de neuf, rien de puissant, juste un prétexte qui est poussiéreux. Bon, maintenant il faut qu'on parle des scènes complètement lunaires, la scène du sous-marin, alors tout le monde a trouvé ça génial, la scène du sous-marin, alors elle était relativement intéressante, mais on parle d'un sous-marin qui est sous la flotte depuis 2012, alors ça c'est pareil, on apprend qu'en fait l'IA qu'on a vu dans le premier volet, moi je pensais que c'était genre à l'époque contemporaine, je pensais que c'était en 2020-2023. Sauf que là, on apprend, enfin, j'ai pas le souvenir dans Dead Reckoning que... on apprend que là, le sous-marin est, comment dire, a coulé en 2012. Donc en 2012, il y avait déjà l'entité, il y avait déjà l'IA. Non, en 2012, il y avait pas d'IA, il y avait pas de tout ça. Alors oui, j'imagine bien sûr qu'il devait y avoir une IA au niveau militaire, tout ça, sauf que c'est pas crédible, ça colle pas en 2012, ok, au niveau technologie, on était bien avancé, mais pas à ce point-là. Et donc on apprend que le sous-marin a coulé en 2012 et que la clé a été récupérée par des Inuits pour après faire le rapprochement entre le personnage qui est maqué, enfin le personnage, vous savez, la salle des ordinateurs du premier, qu'ils ont ramené, qu'ils ont recyclé pour ce volet-là, et on apprend qu'il est casé avec une Inuit, et puis cette Inuit, enfin mais c'est n'importe quoi. Puis alors on a droit en plus à des scènes, vraiment mais à qui il s'adresse, quoi, genre le mec, vous savez, j'ai été viré de l'agence, ça fait 30 ans, mais grâce à ça, j'ai trouvé la femme de ma vie avec un plan sur la tronche de la femme, tu sais, avec une musique émotionnelle, mais putain, mais on n'a pas 12 ans d'âge mental, quoi. Et donc, le passage, on a Tom Cruise qui va dans le sous-marin avec sa combinaison, alors en plus, on lui explique pendant 50 ans que, voilà, faut qu'il y ait une cabine comment dire, enfin, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est quasi impossible, tout ça. D'ailleurs, c'est même plus mission impossible, c'est mission incompréhensible, vraiment. Et donc, il descend dans le sous-marin, il arrive à rentrer, j'ai pas ressenti la pression, comment dire, l'angoisse, parce qu'il descend dans les abysses, quoi. Et ça, c'est toujours terrifiant, c'est toujours effrayant, cette profondeur. Et même ça, je trouve pas que ça a été spécialement bien exploité, quoi. Et donc, il rentre dans le sous-marin, et on voit des dépouilles de mecs qui sont là depuis 2012, donc, et les dépouilles n'ont pas, je veux dire, il y a pas de décomposition, il n'y a pas de squelette, rien, on a l'impression qu'ils sont là depuis une semaine, alors je sais bien que l'eau est froide, tout ça, mais quand même, et enfin, ça n'a pas de sens. Et surtout, le pire, c'est que alors après, j'ai pas mal stressé quand même le coup, quand le sous-marin, il est avec le contrepoids, machin, il va sombrer, etc., c'est encore plus flippant, mais... Putain, mais Cruise qui retire sa combinaison pour être extirpé de la flotte sans oxygène, à plus de, je sais pas, 5 km sous l'eau, enfin mais... C'est du niveau de En eau très trouble, quand Jason Statham il est dans les abysses et qu'il expire toute la flotte de ses poumons pour pas imploser ou je sais pas quoi. C'est du même niveau de connerie, quoi. Mais c'est inconcevable. Comment Tom Cruise a pu accepter ça? Mais bref, pour revenir à la scène sous la flotte où Tom Cruise nage et tout, enfin, mais c'est... Il remonte 5, 3, 2 km de profondeur, j'en sais rien, il remonte à la nage sans oxygène, il crève juste sous la banquise et il se fait... au dernier moment, secourir par sa nouvelle meuf. On dirait une scène coupée de La Petite Sirène, quoi. Il passe d'agent secret indestructible à une petite princesse, quoi. D'ailleurs, en parlant d'incohérence, la scène de baston sur la banquise dans la maison, là, avec les Russes, là, les méchants Russes.
Super cool la scène, les mecs ils sont charismatiques, machin, mais genre, il y a un mec qui fait tomber une bougie, et il y a tout qui s'enflamme, quoi. Je veux dire, ils ont recouvert leur meuble avec quoi? Avec de l'essence, quoi. C'est la bougie, elle tombe ou je sais pas quoi, tout prend feu, la baraque elle crame en 10 secondes. Il y a une petite scène de baston qui est sympa, les Russes ils se barrent et après ils disparaissent, quoi. Ils retrouvent même pas les gentils. C'est un festival d'incohérence et de stupidité du même niveau que ce Jurassic World, et je déconne pas. En fait, je vais m'arrêter là parce que je pourrais revenir sur d'autres éléments qui m'ont saoulé, mais pour moi c'est comme tirer sur l'ambulance, j'ai honte de le faire, vraiment j'ai honte parce que ce film va tellement mal vieillir, il va tellement mal résister à l'épreuve du temps, il va juste tenir le coup du point de vue esthétique, mais ça va s'arrêter là, quoi, parce que le scénario, l'histoire est tellement stupide que on sera gêné quand on regardera ce film, on éprouvera une sensation de cringe et de gêne dans la colonne vertébrale quand on regardera ce truc. Et ce qui rend fou, c'est que c'était une suite, quoi, vraiment, je ne digère pas le personnage de Pomme Clémentieff, hein, qui a été, mais la meuf qui s'exprime avec des mots, quoi, avec des phrases, quoi, c'est le danger est présent. Je dois le tuer. Ah, et aussi, les dialogues, il n'y en a pas un seul qui tient la route, il n'y en a pas un seul où on y croit. C'est prétentieux, c'est pompeux, c'est verbeux, c'est insupportable. Vite fait, je peux parler de la scène de l'avion que j'ai trouvé mais random, vraiment pas spectaculaire pour... voilà, c'est... On sait qu'il est accroché à un câble et on sait qu'il va pas crever. On sait que Tom Cruise va survivre, donc c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt. À quoi ça sert de nous sortir un film de 3 heures quand on sait que le héros va pas crever? Parce que, évidemment, Tom Cruise, il survit, il meurt pas. Il a beau avoir le parachute qui a cramé, alors qu'à la base, il devait y avoir qu'un seul parachute, ça qui est complètement con. Le méchant, il saute de l'avion pour se fracasser, il meurt. Ouais, il y a qu'un seul parachute. Cruise, il monte dans l'avion, il a un parachute. Non mais faut... Quoi? Son parachute crame, mais heureusement il y a un parachute de secours et il survit in extremis. Alors ils avaient déjà fait le coup dans Fallout à la fin quand on croit que ça a pété, mais en fait Cruise a survécu, mais là ils nous refont la même chose en plus grotesque, où il tombe, il survit, et une fois de plus on comprend qu'il va y avoir un nouveau Mission Impossible, alors qu'il aurait dû crever. Tom Cruise aurait dû, enfin Ethan Hunt aurait dû ou crever, ou laisser la place à un nouveau, à un jeune. C'est ce qui aurait dû se passer. On aurait dû voir un nouveau qui débarque, un jeune de, je sais pas, de 30-40 ans qui prend, comment dire, qui le suit, et qui prend le relais. Tom Cruise aurait dû se retirer humblement, sauf que non, il a voulu occuper le devant de la scène jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène, et c'est indécent, quoi. Ethan Hunt aurait dû mourir, McQuarrie aurait dû s'imposer, dire bon Tom, c'est bon, t'as passé l'âge, t'as passé les 60 ans, ça fait 40 ans que t'es mis en avant dans les films, c'est bon, tu peux peut-être laisser la place, quoi. Tu peux peut-être laisser la place à des plus jeunes, je sais pas, à des mecs comme Austin Butler, des gars comme lui, c'est lui qui aurait dû limite prendre le relais de Mission Impossible, il aurait été parfait. Enfin, ce film est indécent, c'est un... même pas mémorial, parce qu'il est pas mort, mais c'est une machine de propagande indécente à la gloire de Tom Cruise. Et je dis ça alors que j'adore Tom Cruise. Vous imaginez ? En bref, Mission Impossible Final Reckoning est un blockbuster à 400 millions qui échoue dans tout ce qu'il entreprend. Il s'étale, il prêche, il radote, et il raconte rien. Voilà les amis, j'espère que cette critique vous a plu, vous m'excuserez, hein, ça a été une critique très longue, mais il fallait que ça sorte, il fallait que je... Parce que ça a été une véritable douleur, un véritable supplice, et j'aimerais savoir si je suis le seul à le penser. Dites-le dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.